ça? Oui. D'accord. OK. Alors, ça, c'est les derniers cours. Donc, on va terminer les propriétés des polymères. Et je ne sais pas, vous aurez un examen sous cette matière, mais je ne sais pas quand. Votre professeur, il ne m'a pas encore dit. Donc, on verra. Et donc, je vais essayer de donner des questions qui rassemblent beaucoup à ce qu'on a dit pendant les cours et aussi des exercices qui vont rassembler à ce que vous avez dans les travaux dirigés. Mais je ne sais pas quand. Et, OK. Donc, pour les propriétés optiques des polymères, alors ici, dans cette diapositive, c'est juste un rappel de la définition de lumière, si vous voulez. Donc, c'est un rayonnement qui a une double nature, corpusculaire au champ électromagnétique qui se déplace. Et donc, quand la lumière elle va arriver sous un objet, soit il est diffusé, donc il est réfléchi, il change de direction, ou soit il est absorbé totalement ou partiellement par l'objet. Quand vous avez un rayonnement et une partie est absorbée et une partie est transmise, vous avez deux possibilités pour les rayons qui est transmis. Soit vous avez un changement de longueur d'onde et donc vous avez un changement d'énergie, et vous avez les phénomènes de la diffraction. Et donc, c'est tous les phénomènes pour lesquels vous analysez les matériaux et vous envoyez un faisceau d'électrons ou des neutrons ou des rayons X et vous avez des figures de diffraction et vous avez des informations sur la nature des matériaux. Soit la lumière passe, les rayons, il est en partie transmis, mais il subit un transfert d'énergie. Donc, il y a une partie de l'énergie qui est absorbée par les matériels et qui a un effet. Notamment, si vous envoyez de l'énergie infrarouge ou de l'énergie dans les domaines, dans une certaine longueur d'onde des infrarouges, vous avez les liaisons covalentes, les atomes qui sont dans les liaisons covalentes qui ont de l'énergie pour se rapprocher et s'éloigner. Et donc, vous changez les niveaux vibrationnels des atomes et des molécules. Et donc, pour les polymères, c'est pareil. Vous avez une possibilité, soit les rayons, il est réfléchi, il n'est pas absorbé, soit les rayons, il est absorbé par les matériaux. Et donc, vous avez un changement d'énergie à niveau des niveaux électroniques, nucléaires ou des vibrations. Si on regarde les propriétés optiques, donc si on prend les moyens d'observation et la structure des polymères, qu'est-ce qu'on peut observer? Donc, on a à l'œil nu, on peut juste observer la surface des polymères. Au microscope optique, on commence à pouvoir observer les sphérolites. Donc, pour les polymères semi-cristallins, si vous avez la formation des sphérolites, vous pouvez le voir déjà avec un microscope optique. Pour les polymères, on utilise les microscopes électroniques à balayage, donc les scanning electron microscope, qui vous permet de voir des détails de l'ordre du micromètre et des nanomètres. Par exemple, vous pouvez visualiser les lamelles qui sont dans les sphérolites. Vous avez les microscopes électroniques à transmission, donc les Transmission Electron Microscope, qui vous permet de voir l'épaisseur des lamelles des sphérolites.
Et après, si vous faites de la microscopie à champ proche, vous allez détecter des dimensions de la longueur des liaisons chimiques. Mais on voit des exemples de ces techniques plus dans les détails. Donc, dans cette diapo, on voit l'interaction des matériaux polymères avec les rayonnements dans les domaines de l'infrarouge, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous connaissez la spectrométrie infrarouge. On a un spectre qui peut être en absorbance ou en transmittance en fonction du nombre d'ondes et on a des pics qui correspondent à l'absorption d'énergie par une certaine liaison. Et donc, on peut reconnaître dans les spectres infrarouges des pics pour des liaisons polaires, donc des liaisons entre carbone-oxygène, carbone-azote, oxygène-hydrogène. Par contre, on ne voit pas très bien des pics pour des liaisons qui ont la même polarité, donc carbone-carbone, carbone-hydrogène. On voit moins bien, c'est-à-dire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec la spectrométrie infrarouge et les polymères? La première chose, on peut suivre la réaction de polymérisation. On a besoin de faire un suivi cinétique, donc de savoir après combien de temps notre réaction est terminée et on doit connaître la vitesse de la polymérisation. Donc, on doit connaître la conversion du monomère en polymère après un certain temps. Et donc, en infrarouge, on peut avoir deux possibilités. Soit vous avez des sondes infrarouges. Donc, les sondes infrarouges, c'est possible les immerger si vous avez votre milieu réactionnel en ballon avec votre solution qui va polymériser. La sonde infrarouge, elle est immergée dans les ballons et elle vous permet de faire les spectres infrarouges, par exemple, tous les minutes ou tous les 5 minutes. Et donc, qu'est-ce que vous allez voir? Eh bien, vous allez voir les spectres du départ et après, vous devez avoir un pic qui va, un pic qui est relatif à une liaison qui va disparaître par rapport à un pic qui reste. Dans l'image numéro 1, vous avez un exemple de suivi cinétique fait par infrarouge. Et donc, on peut voir en 1406 cm-1 un pic pour l'élongation de la liaison carbone-carbone, de la double liaison carbone-carbone dans les acrylates. Donc, comme les acrylates, c'est votre monomère, vous avez un grand pic au départ, mais quand la polymérisation a lieu, le pic il va diminuer. Et en infrarouge, on ne peut pas prendre l'intensité du pic pour faire des calculs. C'est mieux si on fait les rapports entre l'air sous le pic qui va diminuer et l'air d'un pic d'une liaison qui ne va pas changer. Donc, dans ces cas-là, c'était une liaison qui ne change pas pendant la polymérisation. Les rapports entre l'air du pic qui change et l'air qui ne change pas, ça vous donne la conversion donc, de votre monomère. Vous pouvez faire ça soit donc, in situ, avec une sonde qui est immergée dans les ballons et qui est connectée à un spectromètre infrarouge, soit vous pouvez faire la polymérisation en 2 dimensions. Donc, vous avez des films et des films polymères que vous pouvez obtenir soit pour irradiation, par exemple, par photopolymérisation, soit par chauffage dans un four. Comme vous savez, si votre polymérisation est terminée, eh bien, vous avez des monomères
qui ont, par exemple, les mêmes doubles liaisons que les acrylates ou que les styrènes, et vous faites des spectres infrarouges de votre film, et vous voyez la même chose qu'on voit ici. Donc, il y a un pic qui doit disparaître, et peut-être des pics qui vont se former. Donc, c'est très intéressant de faire un suivi cinétique en infrarouge. Ce n'est pas une technique destructive, donc vous pouvez récupérer l'échantillon. En infrarouge, vous pouvez aussi confirmer la structure chimique de votre polymère. Donc, ça, c'est ce que vous voyez dans l'image numéro 2. Donc, dans l'image numéro 2, c'était la synthèse du polyuréthane. Et donc, on a les composants du polyuréthane. Donc, HDI, c'est l'isocyanate, les diisocyanates utilisés. PCl, c'est un diol, donc c'est la polycaprolatone. BDO, c'est un autre diol. Donc, on a fait les spectres infrarouges des 3 composants du polyuréthane, les 2 diols et les diisocyanates. Et après, on a fait les spectres infrarouges du film polyuréthane. Et on trouve plus ou moins tous les pics de tous les 3 composants. Donc, ça nous a prouvé que dans notre film polyuréthane, on avait bien soit l'agent, soit les 2 diols, soit les isocyanates. Donc, ça peut être intéressant pour montrer que vous avez formé votre polymère. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand on peut faire ce qu'on appelle la cartographie. Alors, la cartographie, Raman ou infrarouge. Donc, quand vous faites un spectre Raman, vous avez un spectre qui est similaire aux infrarouges, mais les faisceaux laser que vous utilisez comme source de lumière, ça va vous permettre de voir des liaisons non polaires que normalement on ne voit pas très bien dans les spectres infrarouges. Donc normalement, c'est bien de faire un spectre infrarouge et un spectre Raman pour avoir plus d'informations. Et on a aussi des microscopes infrarouges et microscopes Raman. Nous, on a 2 dans notre institut. Ce qui est intéressant dans les microscopes, vous pouvez prendre les films, par exemple, qu'on a fait, et faire un spectre infrarouge dans un point, un autre point, un autre point, un autre point. Les spectromètres infrarouges, ils peuvent faire des spectres dans des régions de votre surface de 100 micromètres. Donc, c'est des régions de 100 micromètres et vous pouvez déplacer votre échantillon. Donc, vous faites un spectre infrarouge ici, ici. Et les résultats, c'est une image. C'est la même chose avec les spectromètres Raman. Vous avez un microscope optique qui vous permet de faire des grandissements et vous faites les spectres Raman dans les points que vous allez choisir. Vous pouvez faire plusieurs points. Donc, si vous faites des polymères sous forme de films, c'est des techniques qui sont très utiles parce que vous pouvez avoir des films qui sont homogènes, hétérogènes. Et l'image qui vient de cette publication, c'était une cartographie Raman d'un polymère qui avait un agent retardateur de flamme phosphoré avec du phosphore. Et donc, les points jaunes, ça correspond au spectre du monomère avec les phosphores. Et on voit que si on change la formulation des films, donc les films témoins est tout bleu, il n'a pas du tout. Si on augmente les pourcentages du monomère phosphoré, on commence à le voir. Et dans les 4e films, il y en a beaucoup. Et il est plus ou moins homogène. Donc, il y a beaucoup d'infos qu'on peut avoir sous la synthèse des films épais ou films minces de polymères, de copolymères, mélange de polymères, polymères et particules. Donc, c'est des techniques
pour la caractérisation des films polymères qui sont très utilisés. Donc, les spectres Raman et infrarouge et la microscopie Raman et infrarouge. Donc, ça peut donner beaucoup d'infos. On a parlé aussi de microscope à transmission. Et donc, pour qui fait les polymères, la microscopie électronique à balayage, donc c'est MEB en français et SEM en anglais, ça nous permet de voir la morphologie de la surface du polymère. Et donc, surtout si vous faites une étude de vieillissement, vous pouvez voir comment la morphologie change. Si vous avez des trous, des fissures, ça peut être les vieillissements dans l'eau, les vieillissements dans des solvants, les vieillissements à l'air, à l'oxygène. Ce type de projets sont intéressants, ce type d'images sont intéressantes pour les matériaux composites. Par exemple, dans l'image 2, on avait synthétisé des particules d'oxyde de cuivre noir. Donc, on a vu l'image même, c'était des particules sphériques, on a calculé les diamètres. Mais après, on voulait faire des films antibactériens. On a mis les particules dans les films polymères et on peut voir qu'elles sont bien dispersées. Donc, on peut étudier la morphologie des films chargés. Ensuite, par exemple, pour des études avec des micro-organismes, on a regardé la surface des polymères. Donc, dans l'image 1, A, B et C, on a mis des bactéries sous des films normaux et on voit qu'il y a beaucoup de bactéries. Donc, il y a des bacillus, il y a des coccus et ici en B, on a vraiment un biofilm de plusieurs couches de bactéries. Les films de E et F, on ne voit pas du tout des bactéries parce que c'est des films antibactériens qu'on a synthétisés. Et pour prouver que c'était des films polymères avec un effet antibactérien, on a dû faire des mesures aussi, on a dû montrer des images dans lesquelles il n'y a pas de bactéries. En même temps, on a trouvé que les films étaient, par exemple, un peu cassants. Ou dans l'eau, la surface du film a changé. Donc, pour la synthèse des matériaux polymères, la microscopie électronique à balayage est importante pour donner les informations sur la surface de votre polymère, sur les changements de la surface et aussi, comme vous voyez dans cette image, c'est un film polymère qui est mis dans l'azote liquide et coupé en deux. Et donc, ça nous permet de voir nos particules d'oxyde d'argent s'ils sont bien dispersés dans les volumes ou s'ils sont tous tombés en bas ou s'il y a des agrégats. Donc, si vous allez retrouver votre particule dans tout le volume du film, vous savez que vous avez un matériau composite qui est homogène. Et ça, c'est important pour expliquer après les propriétés mécaniques. Donc, si vous allez casser un film chargé, il faut donner plus de force que pour casser un film sans les charges inorganiques. Et donc, cette technique est intéressante pour voir la section des matériaux polymères chargés, mais aussi pour voir si vous avez une rupture, par exemple, ductile ou rigide. La forme de la section de polymère, ce n'est pas la même. Et si vous faites donc des mélanges de polymères ou des copolymères, vous avez besoin de cette information et vous avez aussi l'image qui va avec les propriétés mécaniques. On peut utiliser aussi la microscopie électronique en transmission. Donc ici, je montre l'exemple pour des particules hybrides. Donc vous avez une particule dans laquelle vous avez une particule de silice qui a une couronne de silice mésoporose, mais elle est vide à l'intérieur.
Et sous cette couronne de silice mésoporose, on a greffé un polymère. Donc, on voit les polymères en thème très clair et la matière inorganique très noire. Donc, on a un contraste et nous, on a pu mesurer l'épaisseur du polymère, l'épaisseur de la couche mésoporose, l'épaisseur du vide. Donc, pour les particules hybrides dans lesquelles vous avez un corps inorganique, ça peut être un oxyde, la silice, les noix de carbone, tout ce que vous voulez, en métal, et vous avez greffé un polymère, vous pouvez voir, grâce aux différents contrastes de la réaction des électrons qui arrivent et l'impact avec la matière, vous pouvez avoir des infos aussi sous votre couche de polymère. Je n'ai pas mis la photo, mais par cryothème, on peut mesurer, par exemple, les diamètres de particules de latex. Vous faites la synthèse de polymères en émulsion, vous avez des particules de latex et vous pouvez mesurer aussi les diamètres par microscopie électronique en transmission. Donc, c'est plutôt la cryothème. Il faut congeler l'échantillon. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Donc, pour les matériaux polymères, la technique de la TEM et MEB, qui sont très utilisées par la chimie inorganique, sont utilisées aussi pour les polymères, donc notamment les matériaux hybrides, ou pour voir l'interaction entre les polymères et les micro-organismes. Autre propriété des polymères, donc vous avez, on a dit, l'interaction avec la lumière visible. Vous avez des polymères qui sont transparents et c'est des polymères totalement amorphes ou des polymères qui ne sont pas chargés. Et donc, tout ce qui est classique, polystyrène, polyméthylmétacrylate, polycarbonate. Les polymères avec des régions cristallines ou les polymères qui sont chargés avec des charges inorganiques sont des polymères donc, opaques et il n'y a pas de passage de la lumière. On parle de matité et brillance aussi de polymères. Alors, quand vous avez la surface d'un polymère, elle peut être mate. Mate, ça veut dire opaque. C'est comme ces plastiques de la souris. Ça, c'est opaque. Mais parfois, vous avez des plastiques. Je regarde s'il y en a autour de moi. Je n'ai pas. Mais vous avez des plastiques qui sont très brillantes et très colorées. Et ça, c'est un effet qui dépend de la morphologie de la surface. Vous voyez ici, si la surface est rugosa, vous avez un polymère qui est mat. Si vous avez une surface complètement lisse, le polymère, il est brillant. Pourquoi certaines surfaces sont rugoses? Parce que vous faites des polymères. S'ils sont à l'état fondu, vous les faites passer par des tuyaux, par des extrudeurs, par des outils qui sont des outils métalliques. Et c'est la surface de ces outils qui est rugosa. Et ici, cet effet qui est appelé peau de requin au shark skin effect, c'est justement les polymères qui sortent de l'extrudeuse, qui n'est pas lisse et donc qui fait des petites vagues, des petites rides. Donc, on peut avoir cet effet d'un polymère mat, soit exprès, ou soit c'est un effet secondaire qui est pas désiré. Donc, ça, c'est pour la surface de certains matériaux polymères. C'est très important pour les applications. Alors, on a déjà dit, normalement, les polymères semi-cristallins sans charge sont blancs. Et ici, vous voyez, comme exemple, les polyéthylènes terephtalates, qui est représenté avec l'unité de répétition.
Si vous le mettez en condition de refroidir lentement, vous avez la formation des régions cristallines. Vous avez un polymère qui est blanc, donc qui n'est pas coloré. Par contre, si vous le faites refroidir très rapidement, il va rester en forme amorphe et vous avez des objets qui sont transparents. Dans tout cas, pour avoir un polymère coloré, il faut ajouter une charge qui absorbe la lumière et qui émet la couleur désirée. Donc, il faut ajouter des pigments qui sont insolubles. Normalement, c'est des colorants organiques. Donc, c'est des molécules organiques qui vont rester dans les polymères. Et il y a beaucoup de cations métalliques qui donnent la couleur, mais ça ne doit pas être des cations métalliques qui sont toxiques, parce que si votre polymère il est immergé dans l'eau et les cations il va sortir, donc ça va créer de la pollution. Donc c'est plutôt des pigments organiques, des molécules organiques qui sont utilisées pour donner la couleur au polymère. Il doit être miscible avec les polymères dans les mélanges de polymérisation, dans les mélanges quand on fait l'objet, et ils doivent être des pigments qui ne doivent pas être trop sensibles à la température, parce que pour faire les objets polymères, vous devez chauffer parfois. Donc, c'est des molécules organiques très stables thermiquement. Il y a beaucoup de polymères qui sont blancs, et ça, c'est l'oxyde de titanium qui est ajouté, qui est en poudre blanche. Et il y a beaucoup de polymères qui sont noirs, mais c'est parce qu'on ajoute les noirs de carbone, qui est à la fois une charge inorganique, à la fois ça peut être un colorant. Donc normalement, les polymères ne sont pas colorés, il faut les colorer pour les applications. Alors, on parle des propriétés électriques des polymères parce que si vous prenez les vieux livres des polymères, on vous dit que les polymères purs, c'est des matériaux isolants électriques. Donc, pour conduire l'électricité, un matériau, il doit avoir des électrons libres. Donc, pourquoi les métaux sont des conducteurs? Parce qu'ils ont des électrons libres à la surface. Et donc, quand vous appliquez une différence des potentiels, vous pouvez faire passer les courants électriques. Mais normalement, les polymères, ils sont formés par des liaisons covalentes, carbone-carbone, dans leur squelette, carbone-azote. Il y a des liaisons carbone-hydrogène, mais il n'y a pas des électrons libres et des électrons mobiles le long de la chaîne des polymères. Donc, vous trouvez des polymères comme plutôt des isolants pour les câbles électriques. Vous pouvez avoir, comme dans les câbles du téléphone, vous pouvez avoir des élastomères, ou vous pouvez avoir directement les polyéthylènes, les PVC. Donc, c'est des polymères isolants électriques. Sauf qu'on a eu un prix Nobel en 2000, justement pour la découverte et le développement des polymères conducteurs. Et donc, le prix Nobel a été donné parce que ces polymères conducteurs, ils ont été utilisés pour beaucoup d'applications. Et alors, comment on est arrivé à voir quelque chose que ça n'existait pas, c'est-à-dire des polymères conducteurs électriques. Donc, le prix Nobel a été donné à deux Américaines, Eger McDiarmid, et un Japonais qui s'appelle Shirakawa. Donc, c'est 3 personnes. Donc, toutes ces informations, je les trouvais sur les sites des prix Nobel. Quand vous allez sur les sites des prix Nobel, vous pouvez chercher par chimie, par physique, et vous trouvez des informations sur chaque prix Nobel. En fait, chaque personne qui a les prix Nobel scientifiques, il doit expliquer ses recherches, soit en public général,
soit un public des spécialistes. Et donc, vous avez une explication qui est pour les chimistes. Et dans ces sites, donc, j'ai trouvé que les premiers qui ont commencé les recherches sous les polymères conducteurs étaient justement les Japonais Shirakawa. Et lui, il voulait essayer de synthétiser l'acétylène, les polyacétylènes. Donc, les polyacétylènes viennent d'un monomère qui s'appelle l'acétylène et qui peut polymériser selon la catalyse Ziegler-Natta. Et donc, quand vous avez l'acétylène, les polyacétylènes, il peut être comme celui-là de gauche. Donc, il y a des doubles liaisons, il y a des doubles liaisons en trans par rapport à cet hydrogène et cet hydrogène. Et vous pouvez avoir les polymères dans lesquels les doubles liaisons carbone-carbone sont en cis, donc ici. Or, ce qui essayait de faire dans les laboratoires, c'était d'obtenir du polyacétylène 100% cis. Et dans les expérimentations, une fois, ils se sont trompés. Ils ont ajouté 1000 fois plus de catalyseurs de ce qu'il fallait. Et le résultat, c'est qu'ils ont eu ces polymères 100% cis et qu'ils pouvaient transporter les courants électriques. Et donc, ça, c'était un grand résultat. Donc, montrer que les polyacétylènes cis pouvaient transporter les courants électriques. Parce que vous avez des doubles liaisons carbone-carbone conjuguées. Et donc, vous avez des électrons qui sont mobiles. En Amérique, il y avait les deux scientifiques, Egger et McDiarmid, qui étudiaient un polymère inorganique, les polynitrures de soufre. Donc, c'est une alternance d'atomes de soufre et d'azote. Et qui, à température ambiante, il est conducteur comme un métal. Donc, il y a eu un congrès dans lequel les trois scientifiques qui se sont retrouvés, ils ont décidé de travailler ensemble. Donc, c'est les Japonais qui allaient aux États-Unis. Et à partir du polyacétylène cis qu'il avait synthétisé, ils ont ajouté des vapeurs d'halogène, de brome, de chlore et de iode. Et ils ont trouvé que s'ils faisaient des films de polyacétylène, la conductivité des films, elle a augmenté, mais d'1 million, d'1 milliard. Donc, c'était vraiment énorme. Donc, pourquoi il fallait ajouter des halogènes? Parce que les halogènes donnaient une réaction redox. Donc, ils prenaient un électron qui était sous les double liaisons carbone-carbone. Et donc, il crée une charge positive sous la chaîne. Et comme toutes les liaisons sont conjuguées, ben, cette charge positive, elle peut être sous un atome de carbone, mais elle peut passer sous l'autre, sous l'autre, sous l'autre. Et donc, vous pouvez avoir une charge électrique mobile tout le long de la chaîne de polymères. Et c'est pour ça qu'il y a la conduction électrique. Si vous allez sur le site, il y a un tout petit film dans lequel on voit comme les charges bougent et on comprend mieux. Et donc, c'est ça les principes. Grâce à un phénomène de dopage, c'est-à-dire il faut ajouter quelque chose au polymère pour donner des électrons ou pour abstraire des électrons. Donc, vous ajoutez un composé qui permet d'avoir une réaction redox avec les polymères et vous allez créer des lacunes électroniques où vous allez avoir un électron de plus qui peut se déplacer tout le long de la chaîne et c'est pour ça que les polymères, il est conducteur électrique. Ensuite, on a continué les études parce que les polyacétylènes, malheureusement, étaient cristallins. Donc, il était bon pour faire des films, mais il est très sensible à l'humidité de l'air et il s'oxyde à l'oxygène. Donc, pour les applications, les polyacétylènes, il n'était pas bon.
Donc, dans les commerces, les recherches, ils ont continué. Et maintenant, vous trouvez des polymères commerciaux qui sont conducteurs. Donc, notamment, vous avez la famille des polypyroles, des polythiophènes et des polyannylines. Donc, ces polymères, ils sont stables à l'air, à l'oxygène, et il faut les doper, ou vous les dopez pendant la synthèse. Et si vous regardez, c'est des molécules aromatiques ou hétéroaromatiques dans les cas du polypyrrole et du polythiophène. Et donc, c'est des molécules aromatiques conjuguées. Et donc, vous voyez que si vous créez une charge positive ou négative, elle peut se déplacer tout le long de votre polymère. La polyaniline, PANI, elle existe sous différentes formes, mais vous pouvez l'acheter sous un catalogue maintenant. Et vous avez beaucoup de polymères conducteurs qui sont des polypyroles substitués, là-bas, 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 ou des polythiophènes substitués. Tout ce qui est dérivé du polythiophène ou du polypyrrole substitué, c'est aussi conducteur. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait avec les polymères conducteurs? Ben, notamment, on les a mis dans les LED. Petit à petit, on est passé, pour avoir la lumière, des ampoules électriques où on avait un câble métallique avec les électrons qui passaient, au LED, la lumière qui est appelée justement LED. Et les LED, c'est les Light Emitting Diode, et il y en a qui sont basés sur les polymères. Donc, la structure, elle est représentée ici. Ben, vous avez un verre transparent, vous avez un polymère de type époxy, vous avez une plaque d'aluminium, et après, vous avez un polymère qui est conducteur et transparent. Donc, vous faites un film de polymère conducteur et transparent, et c'est un de vos électrodes. Ensuite, vous avez une autre couche de polymère conducteur, semi-conducteur conjugué. Vous avez toujours cet oxyde d'indium et ithon, qui est conductif et transparent en même temps. Et vous avez les verres. Donc, ça, c'est votre LED. Et les moments que vous appliquez un courant électrique, les polymères, ils deviennent luminescents et donc il va émettre de la lumière. Et les polymères qui émettent de la lumière sont des polymères, comme vous voyez ici en bas, conjugués et aromatiques. Donc, les premiers, ils vous donneront plutôt de la lumière verte. Vous changez les substituants, la structure chimique, vous avez de la lumière orange. Et vous avez celui-là qui est un dérivé du thiophène, qui est la partie polymère conducteur. Et donc, comme les LED, ils se sont diffusés et maintenant, ils font partie de la vie de tous les jours, le prix Nobel a été donné parce que cette recherche sur les polymères conducteurs a amené à changer la vie quotidienne donc de beaucoup de personnes. Donc, j'ai mis les références. Vous pouvez aller lire tout ça si vous voulez pour voir toute l'histoire. Parce que moi, je fais un résumé, juste un résumé. Et donc, il y a encore beaucoup de recherches sur les polymères conducteurs, surtout pour les panneaux photovoltaïques. Donc, il y a beaucoup de recherches. Nous aussi, on collabore avec l'Université d'Angers. Et il y a un master qui s'appelle l'UMOMAT, qui est à l'Université d'Angers, qui est à côté de Le Mans, mais on est deux universités qui collaborent. Et c'est un master justement pour la synthèse de matériaux polymères conducteurs. Donc, panneaux photovoltaïques, matériaux polymères intelligents et tout ça. OK. Donc, pour les propriétés chimiques des polymères, donc normalement, les polymères à la surface, ils sont inertes. Certains polymères, ils sont résistants aux acides en base, mais certains polymères, ils sont abîmés par les acides et les bases. Les solvants, ils peuvent attaquer
les liaisons entre chaînes de polymères, normalement, les solvants, ils ne vont pas casser votre polymère. Ils vont juste casser les liaisons entre les chaînes de polymères. Et on le verra, il y a des polymères vis-à-vis de l'eau qui peuvent absorber beaucoup d'eau. C'est les polymères qu'on appelle hydrogels, donc des polymères réticulés qui ont des monomères hydrophiles et donc qui sont capables d'absorber toute l'eau et l'eau, elle ne va plus ressortir. Donc ça, c'est tous les polymères qu'on met dans les couches des enfants. Donc, on l'a déjà dit. Et donc ça, c'est la réaction, enfin, les comportements des polymères à l'eau. L'oxygène, il peut dégrader les polymères, on a déjà dit. S'il y a un facteur comme la chaleur, un rayonnement en contrainte mécanique, on peut créer des radicaux sous les atomes de carbone, mais en présence de l'oxygène, on forme un radical peroxyde qui peut arracher un hydrogène quelque part et former un hydroperoxyde. Et à chaque fois, vous avez des réactions parasites, donc vous pouvez avoir des polymères ramifiés, au pire réticulés à cause de la formation des radicaux et donc de cette réaction avec l'oxygène. C'est pour ça qu'on met toujours comme additif des antioxydants dans les polymères. Quand on prépare la formulation pour avoir notre objet polymère, on ajoute aussi des antioxydants pour éviter cette formation accidentelle des radicaux sous les cations. Et donc, pour éviter toutes les réactions parasites de formation des peroxydes, hydroperoxydes et les réactions de réticulation. Et donc, vous pouvez ajouter des amines tertiaires, des dérivés du phosphore, du soufre, des thioéthers, qui, je vous rappelle, sont toujours des petites molécules et qui, dans certaines conditions, comme les polymères immergés dans l'eau de mer, ils pouvaient ressortir et s'ils sont toxiques, donc, ils peuvent être des polluants. Ça, c'est un autre des polluants qu'on trouve qui sortent des polymères. Donc, on avait dit les phtalates, les plastifiants qui étaient utilisés pour modifier la température de transition vitrose et pouvoir mieux travailler les polymères, mais aussi les antioxydants qu'on met pour empêcher aux polymères de vieillir en présence d'oxygène. Alors, on a une toute dernière partie sous les polymères en solution, parce que ici au Mans, il y a beaucoup de cours sous les comportements des polymères en solution. Il y a beaucoup de cours, les deuxième semestre et en master 2 sous la rhéologie, donc qui décrit le comportement des polymères à l'état fondu et donc en solution. Donc, il faut surtout remarquer que quand vous mettez un polymère dans un solvant, vous n'avez pas les mêmes effets que quand vous mettez un cristal dans un solvant. Donc, si vous avez un cristal qui est formé par des cations et par des anions, donc quand vous les mettez dans votre solvant, ben, normalement, les solvants, il va pouvoir séparer les cations des anions. Donc, vous mettez de l'eau, vous allez séparer tous les cations de tous les anions. L'eau va entourer tous les différents cations et vous avez comme résultat la solubilisation de votre cristal. Donc, ça, c'est possible aussi pour des solides comme les sucres, les saccharoses. L'eau, elle va casser les interactions non covalentes entre les molécules et le résultat, c'est la solubilisation de la molécule. En général, c'est très facile, solubiliser les solides ioniques ou les solides moléculaires. Les polymères sont des chaînes de
sont des macromolécules. Donc, d'abord, les solvants, il doit attaquer la surface de votre matériau polymère et ensuite, il peut commencer à séparer les chaînes les unes des autres et il peut rentrer dans la pelote. Donc, il peut rentrer à l'intérieur de votre chaîne de polymère, casser les interactions entre les unités de répétition et c'est à la fin, quand vous avez séparé une chaîne de polymère de l'autre chaîne de polymère et le solvant il est rentré dans toutes les chaînes de polymère, c'est à ce moment-là que vous avez la solubilisation du matériau polymère. Donc, normalement, ça prend beaucoup de temps et c'est un phénomène qui commence à la surface de votre matériau. Une fois que votre chaîne de polymère est dans les solvants, vous avez tous les changements qu'on observe pour insoluter dans un solvant. Donc, la pression osmotique de la solution change et les propriétés dynamiques, c'est-à-dire la solution change de viscosité. Qu'est-ce qui fait un polymère dans l'eau? Il est sous forme de pelote. Donc, cette forme-là, en français, s'appelle pelote. Donc, les polymères, la chaîne de polymères, elle se met de façon à être plus ou moins sphérique. Alors, plus ou moins, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'affinité du solvant pour les polymères et de l'affinité des unités de répétition pour eux-mêmes aussi. Donc, si le solvant a beaucoup d'affinité pour les polymères, il va rentrer à l'intérieur de la pelote. Donc, les polymères, il va gonfler et petit à petit, vous avez toutes les chaînes qui sont séparées et qui sont solubilisées dans le solvant. Donc, vous avez une seule phase, c'est la solution. Par contre, les solvants qui n'ont pas beaucoup d'affinité pour les polymères, ben, ils vont plutôt tendre à se séparer et c'est possible d'arriver à un équilibre dans lequel vous avez deux phases, donc la phase solvant et la phase polymère. Les solvants θ, c'est les solvants dans lesquels vous avez un équilibre entre les interactions des unités de mesure, des unités de répétition entre eux et les solvants. Et donc, c'est les solvants dans lesquels la chaîne de polymère elle n'est pas trop petite parce que c'est les interactions entre les unités de répétition qui sont plus importantes. Et elle n'est pas trop ouverte parce qu'il y a plus d'interaction entre la chaîne de polymères et les solvants. Donc, c'est la situation d'équilibre qui est appelée c'est la situation qu'on obtient quand on est dans un solvant θ. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez regarder ces petites vidéos qui est sur YouTube. C'est une vidéo qui montre un logiciel. Mais pour vous, ce qui est important, c'est de voir comme la conformation de la pelote va changer si vous chauffez ou si vous avez un polymère qui a plus ou moins d'affinité pour les solvants. Donc, je pense que si j'essaie de le montrer, ça ne va pas être facile. Mais tout ce que je viens de dire, vous pouvez le voir dans les vidéos pour voir les comportements des chaînes de polymères. Et donc, tout ce que je viens de dire, c'est résumé ici. Vous mettez votre polymère dans un solvant et vous avez plusieurs étapes. D'abord, les solvants, ils mouillent la surface. Donc, c'est les mouillages, c'est les contacts de la surface avec les liquides. Le premier effet, vous avez les polymères qui gonflent, qui va absorber un peu de solvant et donc ils gonflent. Et ensuite, vous avez deux possibilités. Normalement, la diffusion d'un solvant, il est réglé par la loi de Fick. Alors, cette loi de Fick, ça vous dit que si vous avez, par exemple, une membrane
avec une concentration différente. Donc, C1 est supérieur à C2. Eh bien, les flux de votre soluté, il va dans la solution plus concentrée à la solution plus diluée. Ça, c'est la loi des Fick. Et la vitesse de la diffusion, ça dépend du coefficient de diffusion de votre molécule. Et donc, cette loi de Fick, il y a la notion de coefficient de diffusion. OK. Ça, c'est quelque chose qui est valide pour tout, en fait. Donc, vous avez une solution plus concentrée, une solution plus diluée, et bien, les solvants, il va passer à travers, il va se déplacer, les solutés, il va se déplacer vers la partie où il y a moins de concentration. Et il y a la vitesse de diffusion, elle est réglée par les coefficients de diffusion, qui est caractéristique de chaque molécule ou de chaque polymère, et ça dépend de la forme de la molécule, ça dépend de la masse molaire, et on n'a pas besoin d'aller dans les détails, mais ça, c'est la façon normale de se déplacer d'un soluté dans un solvant. Et normalement, pour les polymères amorphes, à température supérieure à la température de transition vitreuse, les phénomènes de la solubilisation va suivre la loi des Fick. Par contre, pour les polymères amorphes à température inférieure de la TG, les solvants, ils diffusent lentement et ils ne respectent pas cette loi des Fick. Donc, il y a parfois un gonflage qui est très rapide, mais la diffusion, elle n'est pas homogène et vous pouvez avoir la surface qui est très gonflée et l'intérieur qui est très rigide. Et ça peut faire exploser les polymères, ça peut provoquer des fissures, ça peut éclater. Donc, selon de la morphologie du polymère, amorphe cristallin, et selon de la température, si on est plus haut ou plus bas de la TG, vous avez un phénomène de solubilisation qui change. Et donc, vous pouvez soit suivre ou pas suivre cette loi de Fick. Et donc, il y a pas mal de recherches pour essayer d'avoir des équations et des données sous la solubilité des polymères et basées sur la loi générale pour mélanger quelque chose, l'énergie libre de mélange elle doit être négative. L'énergie libre de mélange, ça vient de l'enthalpie du mélange moins l'entropie du mélange fois la température. Donc, pour avoir un mélange homogène et un état thermodynamiquement stable, et pour avoir donc quelque chose qui va se dissoudre spontanément, cette énergie de mélange doit être négative. Or, quand vous allez dissoudre quelque chose, l'entropie augmente parce que vous avez un objet et après vous avez beaucoup de cations anions ou beaucoup de molécules ou beaucoup de chaînes de polymères. Donc, l'entropie de votre système augmente. Donc, ce delta S mélange est positif, la température est positive, donc ce terme, il est positif. Et donc, pour avoir une enthalpie de mélange négative, il faut que cette enthalpie de mélange soit positive. Donc, pour avoir les mélanges qui est spontané. Donc, c'est vrai que l'enthalpie de mélange, ça va vous donner la facilité au moins d'un polymère de se dissoudre. Et donc, il y a plusieurs équations qui mettent en relation la température, par exemple,
et d'autres données que vous pouvez mesurer. Une, c'est l'équation de Hildebrand et Scott. Et donc, dans l'équation de Hildebrand et Scott, vous avez T est la température, R, c'est la constante de gaz, et vous avez la notion de paramètre de solubilité, delta. Et delta, c'est les rapports entre la variation de volume sous le volume initial. Donc, c'est delta, il est défini expérimentalement et on a des tableaux avec les valeurs du paramètre de solubilité. On voit que quand les paramètres de solubilité du polymère et les paramètres de solubilité du solvant sont similaires, la différence est égale à 0. Et quand cette différence est égale à 0, comme cette différence elle est liée à l'enthalpie de mélange, ça va vous garantir que votre polymère sera soluble. Donc, plus les paramètres de solubilité sont proches, plus le polymère sera soluble. Et plus l'énergie libre de mélange, ça va dépendre que du terme de l'entropie. Vous trouverez sous les livres d'autres équations qui vont expliquer la solubilité des polymères, donc notamment toutes les études de Flory-Huggins, donc l'équation de Flory-Huggins, dans lesquelles on va considérer aussi l'interaction chimique entre les solvants et les polymères. Donc les forces qui vont lier l'interaction non covalente entre les molécules de solvants et les molécules de polymères, qui ne sont pas considérées dans cette équation de Hildebrand et Scott. Donc, vous avez un exemple ici de paramètres de solubilité qui sont connus pour des polymères à gauche et pour des solvants à droite. Et donc, on peut justement calculer ces paramètres de solubilité par des mesures de viscosité. C'est pour ça qu'on les connaît. Et on a dit, pour avoir la solubilité, vous devez choisir un polymère qui a un paramètre de solubilité proche au solvant. Donc, d'ici, on peut voir les polyéthylènes, il est soluble dans les diéthyléthers. Ce sont 7,9, 7,4. Mais les polyéthylènes ne sera pas soluble dans l'eau parce qu'on a 7,9 et l'eau, il a 23,4. Donc, vous essayez de mettre du polyéthylène dans l'eau, il est totalement insoluble. Donc, vous pouvez faire la considération pour tous les polymères. Pourquoi vous avez besoin de ces tableaux? Parce que si vous voulez synthétiser du polystyrène, vous avez besoin, par exemple, de les dissoudre dans un bon solvant. Bon, vous pouvez choisir, par exemple, l'étoluène ou l'acétone. Mais après, pour les purifier, vous allez les précipiter dans un mauvais solvant. Donc, vous pouvez dissoudre les polystyrènes dans les toluènes. Mais après, si vous voulez les purifier, vous allez les précipiter dans l'eau ou dans les glycérols. Donc, souvent, on a besoin de connaître si un solvant, ça va être un bon solvant pour notre polymère ou si ça va être un mauvais solvant. Parfois, on a besoin d'un mauvais solvant pour le faire précipiter parce que la précipitation, c'est une des méthodes de purification des polymères. Et donc, vous trouverez, si votre polymère il est connu, un paramètre de solubilité, sinon, vous pouvez les calculer. Alors, tous les discours sur la solubilité sont des discours pour les polymères linéaires. Donc, les polymères réticulés, on a dit, sont insolubles, mais qu'est-ce que ça passe si on les met dans un solvant? Ben, ils vont gonfler. Donc, si on schématise votre polymère réticulé sec comme ça, quand vous les mettez dans un solvant,
les solvants, ils peuvent commencer à interagir avec les chaînes qui sont entre les points de réticulation. Donc, ils peuvent séparer les chaînes les unes des autres. Ils peuvent rentrer à ces points-là dans les polymères, mais il y a une limite. Quand les chaînes seront complètement étirées, vous ne pouvez plus allonger et donc vous aurez votre polymère réticulé qui est gonflé, qui est plein de solvants. Donc, ça, c'est utilisé pour faire des mesures qui s'appellent la mesure de gonflement, ou swelling test en anglais. Et expérimentalement, on peut calculer ces taux de gonflement Q. Donc, normalement, on choisit 2-3 solvants qui sont dans lesquels on pense notre polymère soit linéaire, soit soluble. Et c'est les polymères linéaires qui est utilisé pour faire les polymères réticulés. Ensuite, on prend toujours la même quantité de poudre polymère réticulée, on les met dans les mêmes volumes de solvant et on voit, après un certain temps, le solvant il est absorbé. Après, on arrive à l'équilibre. Donc, tous les solvants, il est rentré dans les polymères et les polymères ont augmenté de volume. Donc, on peut calculer ces taux de gonflement si on fait la différence entre la masse du polymère mouillé avec les solvants, on retire notre polymère, on les sèche juste sous les papiers et on les pèse. On fait la différence avec la masse du polymère sec, tout ça sous les polymères secs, et on va considérer la densité du solvant. Ça nous permet d'avoir une mesure du taux de gonflement. Et ces taux de gonflement, grâce à la théorie de Flory-Renner, ça vous permet de calculer la densité des cross-linking. Donc, ici, on ne voit pas les équations, mais vous pouvez faire des calculs et voir dans un certain volume combien de points de réticulation vous avez et donc, quelle est la longueur moyenne de chaque chaîne entre les points de réticulation. Ça, c'est une donnée qui peut être importante. Donc, les taux de réticulation, est-ce que c'est 5% ou c'est 35%? Et la longueur moyenne donc d'une chaîne de polymères entre deux cross-links, entre deux points de réticulation de cross-link. Donc, si le polymère il est très réticulé, vous avez cette distance qui est très petite. Si le polymère il est très peu réticulé, vous avez une distance entre les points de réticulation qui est très grande. Et ça influence les propriétés mécaniques de votre polymère ou la capacité d'absorber si vous avez besoin d'immerger ces polymères donc, dans un liquide. Donc, il y a beaucoup de théories que vous allez voir pour la suite, sans doute, sous la théorie de Flory. Donc, l'effet que les polymères soient solubles est utilisé pour les analyser. Et donc, il y a beaucoup d'analyses qu'on peut faire pour des polymères linéaires en solution. Donc, notamment pour mesurer la masse molaire. Donc, vous avez l'osmométrie, vous avez des appareillages qui mesurent l'osmose, donc les phénomènes qui ont lieu chaque fois que vous avez des solutés dans un solvant, et vous avez une membrane, et vous avez un solvant pur d'un côté et la solution de l'autre. Donc, vous pouvez mesurer la pression osmotique qui est proportionnelle au nombre de molécules que vous avez. Et vous pouvez remonter à la masse molaire des chaînes de polymères. Vous avez la tonométrie. C'est comme pour les solides ioniques. Et vous avez une tension du vapeur qui change en fonction de la concentration des molécules de soluté dans votre solution. Et donc, il y a des lois qui expliquent ces changements. Si on mesure la pression de vapeur qui est du solvant pur et du solvant qui a les polymères. Ensuite, à une époque, on pouvait
mesurer les changements de la température d'ébullition et des congélations d'un solvant si on ajoutait des polymères et calculer la masse molaire. Aujourd'hui, ces techniques, on ne les utilise pas trop. Si possible, on peut faire la diffusion de la lumière. La diffusion de la lumière, ça vous permet d'avoir les diamètres. Donc, si vous avez votre pelote de polymère en solution, vous faites passer les faisceaux de la lumière à travers votre solution qui contient les polymères et vous pouvez mesurer donc les diamètres de votre pelote. Donc, notamment, vous pouvez mesurer les rayons de gyration donc de votre polymère. Et les rayons de gyration, ça on le verra dans les travaux dirigés. Donc, c'est la distance moyenne entre les deux extrémités de votre pelote. Donc cette distance-là. Et vous avez un exercice dans les travaux dirigés pour les définir. Donc, la formule, elle n'est pas dans les cours. Donc, globalement, vous faites passer un rayon de lumière à travers votre solution et vous calculez donc, les diamètres de votre pelote et les diamètres, il est proportionnel à la masse de votre chaîne de polymère. Et vous pouvez obtenir aussi donc, la vraie masse molaire de votre polymère. Il suffit de calculer un paramètre qu'on appelle dN sous dC. Donc, N, c'est l'indice de réfraction de votre solution. Et il faut le mesurer, cet indice de réfraction N, en fonction de la concentration. Donc, vous préparez, par exemple, 10 ou 12 solutions de votre polymère. Alors, réfraction, il ne va pas l'écrire là. OK. Donc, concrètement, on a un appareillage qui permet de les mesurer. Vous préparez des solutions de votre polymère à concentration croissante. Vous mesurez l'indice de réfraction de la solution. Et quand vous connaissez votre dN sous dC, vous faites la mesure de la diffusion de la lumière et vous obtenez la masse molaire de votre polymère. Pareil, ici au Mans, on a des professeurs qui donnent des cours sur la diffusion de la lumière, qui sont des experts, qui sont des chercheurs qui utilisent ça tous les jours. Donc, ici, moi, je donne seulement une introduction. Donc, on a beaucoup de polymères pour lesquels on peut mesurer justement la viscosité en solution. Et ce viscosimètre qui est dans l'image, c'est un viscosimètre en verre qui s'appelle le viscosimètre capillaire de Hubbelold. Et il est immergé dans une bain à température contrôlée. Et donc, vous préparez une solution de votre polymère à concentration connue. Vous la injectez et après, vous mesurez combien de temps votre solution elle emploie pour arriver à un certain niveau. Et donc, vous connaissez le volume qui est dans les capillaires. Et il y a une relation entre la vitesse d'écoulement, donc la vitesse d'écoulement de la solution avec les polymères, la viscosité et la masse molaire. Donc, MM, c'est la masse molaire de votre polymère. Et donc, vous trouvez cette relation entre la viscosité intrinsèque et la masse molaire moyenne. Mais ça, c'était à une époque. Aujourd'hui, la méthode qu'on utilise normalement pour calculer les masses molaires des polymères solubles, c'est la chromatographie exclusion stérique. Et donc, la chromatographie exclusion stérique, est-ce que vous avez déjà vu des cours sous la chromatographie exclusion stérique?
Bon, si vous avez eu déjà des cours, c'est une révision. Si vous ne connaissez pas, c'est juste pour rappeler que les polymères en solution, ils forment des grandes pelotes s'ils ont une masse molaire élevée et des petites pelotes s'ils ont une masse molaire petite. Dans les colonnes de chromatographie et exclusion stérique, on a des polymères réticulés qui ont des pores d'une taille bien déterminée et qui remplissent complètement la colonne. Donc, les grandes particules de polymères, les grandes chaînes de polymères, ils sont trop grandes pour entrer dans les pores et donc ils font un slalom et ils vont sortir de la colonne en première quand vous faites passer les solvants d'élution. Les petites chaînes peuvent rentrer dans les porosités, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Donc, ils vont sortir de la colonne beaucoup plus tard. Donc, grâce à ces passages de votre polymère à travers la colonne, vous séparez les chaînes selon leur masse molaire. Et donc, les résultats, à chaque sortie de la colonne, il y a un détecteur qui peut être un détecteur UV, donc il fait un spectre dans la région de l'UV, ou un détecteur d'indice de réfraction, donc il va mesurer l'indice de réfraction du solvant et il voit qu'il change quand vous avez la solution de polymère. Donc les détecteurs, ils traduisent ces changements dans un pic qui correspond à une masse molaire bien précise qui va sortir. Donc tout d'abord, vous devez faire une calibration de votre colonne. Donc, vous en jetez dans la colonne des polymères commerciaux. Dans ces cas-là, c'était des polyméthylmétacrylates. Tous les points qu'on voit ici, c'est la courbe de calibration. Donc, vous savez qu'un polyméthylmétacrylate commercial de masse molaire, je ne sais pas, 50 000, il va sortir après 10 minutes. Et après 15 000, il va sortir après 15 minutes. 1000, il va sortir après 25 minutes. Donc, vous en jetez une dizaine de solutions d'un polymère commercial à masse molaire connue et vous avez votre courbe de calibration. Quand vous allez en jeter votre polymère inconnu, vous avez des pics et donc ces pics-là, s'ils sortent après 10 minutes, ça veut dire que la masse molaire est, par exemple, 26 000. Pour celui-là, est 5 000 et celui-là, c'est 300. C'est une petite molécule organique. Et en fait, c'est l'amorceur qui n'a pas réagi, qui sort quand même du polymère et de la colonne. Donc ici, nous, on avoue qu'on a deux familles de polymères, une grande à 26 000 grammes par mol et une petite à 5 000 grammes par mol. Et on peut calculer aussi la dispersité. Donc la dispersité, qui à une époque s'appelait l'indice de polymolécularité. La dispersité, ça vous dit, c'est vous avez des chaînes grandes, petites, moyennes, où c'est plus ou moins tous les polymères, ils ont la même masse molaire. Donc, vous savez combien de familles de polymères, vous avez une estimation de la masse molaire moyenne en nombre, de la masse moyenne molaire en poids, et les rapports entre les deux, ça vous donne la dispersité. Et ensuite, on met toujours un standard interne, les toluènes, pour vérifier que l'analyse s'est bien passée. Donc, les toluènes, ils sortent toujours après les mêmes temps. Donc, aujourd'hui, à moins qu'on ait un polymère insoluble, dans tous les solvants, les méthodes pour mesurer la masse molaire, c'est donc la chromatographie d'exclusion stérique. Donc, cette partie de cours est terminée. Il y a très peu sur les polymères en solution parce que vous avez beaucoup de cours après, au moins ici au moins. Donc, ce qu'on peut faire rapidement, peut-être, c'est regarder les travaux dirigés. Alors. Okay. Alors.
Alors, si vous arrivez à les voir, théoriquement, vous avez où les exercices. Alors, il y a les premiers exercices, c'est sous la partie de synthèse. Donc, ici, il faut les trouver les structures des monomères, les chlorures de vinyle, l'acrylamide, etc. Et il faut les écrire les polymères donc, qui sont obtenus de chaque polymère, les polymères qui sont obtenus de chaque monomère. Après, comme on a parlé de polymérisation radicalaire, anionique et cationique, donc il y a un exercice sous la polymérisation anionique. Et donc, pareil, ici, vous avez déjà les monomères et il faut dessiner les produits donc de la polymérisation, donc les polymères. Et vous avez donc un monomère qui réagit d'un seul côté. Vous avez un diène, enfin, deux diènes, les butadiènes et l'isoprène. Et vous avez des monomères cycliques, donc les époxydes et cette lactame. Ça vous permet de réviser la polymérisation anionique. L'exercice 3, c'est aussi sur la polymérisation anionique. Donc, ça vous rappelle que les alkyles lithium sont souvent les amorceurs. Ils sont en solution dans les THF. Et l'anion qui est sous les bouteilles lithium, il va réagir avec la double liaison. Donc, normalement, pour donner un monomère, mais parfois, on a, comme dans ces cas-là, des produits parasites. Et donc, il faut l'expliquer pourquoi on a ces produits parasites. Ou des extrémités des chaînes ou des monomères dans la chaîne qui ne se sont pas insérés de la façon correcte. Allez, donc on avait l'exercice 4, c'est aussi sous la polymérisation. Ça, c'est polymérisation anionique aussi. Alors, l'exercice 5, c'était sur la polycondensation. Donc, ça, c'est pour se rappeler les mécanismes de la polycondensation. Et donc, vous avez un diacide et un diol, un dialcool, qui vont réagir pour former un polyester. Et donc, il faut, quand on fait les polycondensations, on a deux possibilités. Soit les réactifs sont un mélange stéchiométrique, soit sont un mélange non stéchiométrique. Donc, il faut les calculer s'ils étaient un mélange stéchiométrique ou pas. Et après, montrer la structure de polymère et qu'est-ce qu'on avait aux extrémités des chaînes. Parce que si vous avez un mélange stéchiométrique ou pas, les extrémités des chaînes, ce n'est pas les mêmes. Et donc, il faut calculer la quantité d'acide qu'on avait utilisé. Alors, il y a un deuxième exercice sur la polycondensation. Pareil, il faut écrire les mécanismes et vous avez une formule pour calculer les degrés moyens de polymérisation à la fin de la réaction. Alors, l'exercice 7, c'était pour réviser les rapports de réactivité. Alors, là, on ne dit pas quel type de mécanisme on a. Donc, on avait montré les concepts de rapport de réactivité pour la polymérisation radicalaire, mais on peut en parler à chaque fois qu'on a une copolymérisation. Et donc, là, si on a un rapport de réactivité qui est 0 et un autre qui est 0,02, on aura quoi dans la chaîne de polymères? Et donc, il faut les dessiner une chaîne de polymères avec 5 monomères et indiquer est-ce qu'on a plus de vinyle
pyrrolidone, est-ce qu'il y a plus de l'anhydride maléique, comment ils vont réagir. Donc, c'est un exercice sur les copolymères. Après, pour réviser la métathèse, il y avait la polymérisation du cyclooctène. C'est un des exemples qu'on a dans les cours. Donc, la structure, elle est déjà dans les diapositives du cours. Quel type de composé on utilise pour amorcer la polymérisation? Quel mécanisme? Donc là, vous prenez les cours, c'est déjà tout écrit. Et après, on a les styrènes. En fait, les styrènes, vraiment, on peut le polymériser par polymérisation radicalaire, anionique, cationique, par coordination. Et donc, vous cherchez dans les diapos de cours s'il y a une méthode qui est plus adaptée pour obtenir du polystyrène isotactique ou atactique. Si on veut avoir une petite dispersité, alors cette réponse, bon, c'est plutôt pour les Master 2, parce que si vous voulez une petite dispersité, soit vous faites une polymérisation radicalaire contrôlée, soit vous avez des polymérisations anioniques. Donc, surtout la polymérisation anionique, ça vous donne des chaînes qui ont la même masse molaire. Donc, vous avez les corrigés d'exercices en off. Je m'excuse, c'est des corrigés que j'ai fait très, très rapidement l'année dernière. Et j'ai pris les photocopies des livres dans lesquels j'avais pris les exercices. Donc, j'espère que vous pouvez lire. Les autres exercices sont dans les corrigés, il est dans les PowerPoint. Là, c'est moi qui ai fait les exercices. Et donc, les 10, c'est pour vous obliger à réfléchir sur les différences entre polymères synthétiques, entre un biopolymère, entre un bioplastique. Est-ce qu'un polymère, il est biodégradable? Et comment vous pouvez les recycler? Donc, si votre polymère, il est en thermoplastique, vous pouvez les recycler d'une façon. S'il est en thermosète, d'une autre façon. Si un élastomère, encore d'une autre façon. Donc, recyclable, ça veut dire comment on peut les recycler, ces polymères. Alors, l'exercice 11, c'est la même diapositive du cours. Donc, la réponse est vraiment les cours. C'est là aussi, on a parlé déjà en cours. Donc, c'est pour vous obliger à réviser les cours. Donc, vous avez les corrigés, mais la réponse est dans les cours. Calculer les coefficients de Poisson, vous avez où la formule, mais de toute façon, il y a les corrigés. Et vous pouvez dire aussi si les matériaux il est rigide ou un élastomère. Cet exercice, on a parlé rapidement pendant les cours. C'est les changements du module en fonction de la durée de la contrainte à une certaine température. Ça, on a parlé aujourd'hui. Il y a des polymères qui sont transparents et des autres qui ne font pas passer la lumière. Pourquoi? Donc, ça dépend de la structure chimique. Ah, là, il y a un problème avec la figure. L'exercice 16, c'est pour réviser ce qu'on a dit aujourd'hui. Quel polymère est conducteur? Quelle structure chimique d'un polymère il faut avoir pour avoir un polymère conducteur électrique? Et là, j'ai oublié de l'écrire, conducteur électrique, pas thermique. Et ensuite, les derniers sont des activités parce qu'à une époque, on pouvait les faire ensemble dans une salle informatique. Donc, vous avez besoin d'Internet pour trouver la réponse. Vous avez les corrigés, vous pouvez chercher la réponse, mais l'activité numéro 1, c'est juste choisir, par exemple, un polyacétal et parler du cycle de vie. C'est quelle matière première on utilise pour faire les polyacétals? Elle se trouve où la matière première? On fait comment pour amener la matière première à l'industrie qui fait les polyacétals? Les polyacétals, on va les utiliser pour faire quoi? Donc, de l'industrie, ils vont aller où? Un magasin? OK. Qui va les acheter? Sous quelle forme? Est-ce qu'on fait des chaussures? Est-ce qu'on fait des verres de plastique? Et qu'est-ce qu'on fait avec les polyacétals à la fin de vie? On sait les recycler ou pas? Et on peut en retirer en matière première ou pas? Donc, quand on faisait cet exercice ensemble, ça permettait de réfléchir. Et donc, chacun, il pouvait choisir un polymère et étudier les cycles de vie.
Donc, si vous voulez les faire et m'envoyer votre réponse, moi, je peux la lire et la corriger. Sinon, vous avez où un exemple dans les diapos de cours. Alors, les tests pour la biodégradabilité, moi, j'ai parlé de 2 tests, mais peut-être vous en trouvez des autres. L'ATG, vous pouvez la trouver en littérature, à température de transition vitrose. On a dit que les polymères, ils ne sont pas des bons conducteurs thermiques, mais peut-être que si vous cherchez et vous faites une recherche, vous trouvez qu'il y en a qui sont conducteurs thermiques, très peu. L'activité numéro 5, c'était sous des livres, chercher la définition de rayon de gyration des polymères et donc écrire la formule. Et l'activité 6, pour l'activité 6, il faut juste chercher comment marche un osmomètre et comment on pouvait à une époque obtenir la masse molaire des polymères de l'osmomètre. Donc, vous avez déjà les réponses, mais si les corrigés ne sont pas clairs, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, je peux les donner une explication par mail quand c'est possible. Okay? Donc, les cours, c'est fini. Donc, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, que vous avez compris un petit peu mon français qui n'est pas correct. Et j'espère que vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse dans tout ce que je dis. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez demander maintenant. Sinon, par mail. Et sinon, peut-être un jour, on se rencontrera si je viens au Vietnam ou si vous venez ici. D'accord? OK. Bon courage à tous. Au revoir. Bye bye. Merci, madame. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir à tous.